Passons donc de l'autre côté du terrain, attaque de Dallas contre la défense d'OKC. Et je crois que là, ce que j'aime bien avec Dallas, et ça fait des années, hein, mais c'est qu'on n'a pas forcément une attaque qui est fabuleuse, qui est fluide, qui est une motion offense, qui va faire des dégâts incroyables en saison régulière. Mais par contre, c'est une attaque qui se transpose peut-être mieux que d'autres en playoff parce qu'il y a cet effet, déjà il y a les Doncic, et qu'il y a un effet de, c'est un peu le style des playoffs, quoi, de cibler le mauvais défenseur, d'attaquer frontalement. Voilà, ça en revient toujours et souvent à ça, en tout cas. Le jeu de playoff, c'est cibler un tel, cibler un tel, cibler un tel. Voilà. Et donc c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé, moi, depuis toujours, ce côté, l'attaque de Dallas qui se transpose assez bien. On l'a vu d'ailleurs en 2022, où ils font pas une saison qui est incroyable, ils font une belle fin de saison, mais voilà, on arrive dans un contexte de playoff, et quand t'as Doncic, quand t'avais Brunson à l'époque, et là t'as Kyrie, voilà, t'as des mecs qui peuvent aller, en fait, embêter juste les mauvais défenseurs adverses. Et c'est un peu ça, les playoffs. Donc déjà, je pars avec un plutôt bon a priori là-dessus, mais attention. Certes, Luka Doncic, isolation, pick and roll, post bas, Kyrie Irving aussi, avec un autre style de pick and roll notamment, ou d'isolation ou de style d'attaque, plus généralement. Mais la défense de KC, c'est quand même pas mal. Et autant sur le style d'attaque, je pense que ça se transpose un peu moins au KC, SR versus playoff, autant pour la défense, c'était quand même assez costaud. Et d'ailleurs, on a vu que masterclass défensive sur le premier tour. Ça oui, même s'il n'y avait pas Zion, mais voilà, les Pelicans sont quand même censés avoir un peu plus de star power. Certes, il manquait le meilleur créateur de décalage, le meilleur créateur de chaos, mais bon, il y a quand même 2-3 pièces compétentes, il y a quand même de la tactique compétente, et pourtant, OKC défensivement a annihilé tout décalage, a été stratosphérique, je trouve. Donc voilà, c'est là-dessus où je trouve que la défense d'OKC, j'ai beaucoup moins de doutes là-dessus. Donc j'ai hâte. J'ai vraiment hâte parce que ça peut être un vrai clash de ce côté-là du terrain avec une défense d'élite contre une attaque qui n'est pas élite globalement, mais qui est élite peut-être pour des standards de playoff et pour un style de playoff. Donc ça va être vachement intéressant. Et là où peut-être il y a une différence, c'est que je pense que les Clippers sont plus une défense beaucoup plus imposante, avec des profils plus imposants, plus costauds et plus en place, on va dire, dans le style et dans les schémas. Voilà, un Zubac au cercle, c'est un mur, quoi, ou ce genre d'éléments. Peut-être qu'au KC, on a moins cet aspect de puissance et de répondant un peu physique et de si je fais la rotation, je suis moins solide que d'autres forcément, moins de défenseurs costauds aussi sur les ailes ou au point d'attaque. Ok, bon, hormis Lou Dort, mais il y a quand même plus de profils un peu plus moins costauds, mais par contre il y a beaucoup plus de dynamisme, je trouve, dans cette défense, comme d'ailleurs un dynamisme on retrouve en attaque aussi avec Mark Daigneault. Mais la défense, c'est vrai, elle a toujours été très très créative de la part de Daigneault, avec que je prononce d'ailleurs son nom toujours aussi mal, hein, vous m'excusez, vous remarquez, Mark Daigneault, je sais toujours pas comment on dit, mais oui, c'est une défense qui a toujours été très très polymorphe, j'ose le mot, qui pratique beaucoup de stun, qui pratique beaucoup de peel switch, donc la fameuse next defense, donc c'est-à-dire imaginez il y a un drive et le défenseur se fait dépasser, il y a quelqu'un qui vient, qui prend le drive pendant que l'autre qui s'est fait dépasser retourne sur le shooter, par exemple. Donc ça, c'est un peel switch un peu improvisé pour en fait absorber tout décalage. Il y a le fait que, évidemment, on en revient toujours à ça, mais le style, l'identité de ta défense est aussi dictée beaucoup par quelle est l'identité défensive de ton intérieur. Or, Chet Holmgren, on est sur un des intérieurs défensifs les plus polyvalents de toute la NBA. Qui peut faire du drop, qui peut jouer en second rideau, mais qui peut faire du edge, qui peut faire du switch, il peut tout faire en termes de couverture défensive. Donc, ça recoupe aussi avec ce style de défense qui peut tout faire et qui est très dynamique. Chet Holmgren, dans l'espace aussi, c'est quelqu'un d'excellent, quoi. Là où Zubac peut-être représentait beaucoup plus un aspect de, comment dire, en termes de drop, notamment on a vu qu'ils avaient commencé la série, les Clippers, en faisant du deep drop avec Zubac qui attend très bas et qui, avec son énorme carcasse, en fait il absorbe les contacts même quand c'est Luka Doncic qui essaie de lui rentrer dedans. Bon, j'exagère un peu, mais vous voyez un peu l'idée. Holmgren, il a pas ça, évidemment, mais par contre, c'est quelqu'un de beaucoup plus dynamique, donc qui peut évoluer dans l'espace beaucoup mieux, avec sa longueur, avec sa vivacité, etc. Donc j'ai hâte de voir parce que il y a cet aspect où Dallas peut-être va profiter d'une défense qui est beaucoup moins puissante, solide en premier rideau, peut-être, et donc un peu enfoncée, aller au panier, etc. Peut-être que c'est ça qui va marcher. Peut-être aussi que simplement avec du mouvement et avec des pièces qui bougent partout et avec on quadrille le terrain, avec on fait des stunts, on fait de la next defense, on fait des scram switch, off ball, etc. Enfin, plein de concepts un peu complexes pour une défense
dynamique et du mouvement, peut-être que c'est ça qui va marcher. Ça, pour le coup, un peu affrontement de style pour moi, entre cet aspect puissant et un peu rentre-dedans de Dallas, comme ils peuvent l'être parfois, et l'aspect de mouvement, et de peut-être qu'on peut étouffer avec du mouvement, quoi. Mais c'est vrai que pour ça, par exemple, hein, je dis n'importe quoi, mais il faut arriver notamment arriver à boucher le terrain, peut-être pas sous le panier, parce qu'une fois que Doncic il va au panier, en fait c'est un peu c'est presque fini, quoi. Soit pour des fautes, soit pour son lay-up, soit pour le short mi-distance, c'est fait. Mais par contre, c'est vrai qu'OKC peut totalement le gêner en début de drive, par exemple. Et ça peut être aussi un élément clé de on te laisse pas prendre de la vitesse, on te laisse pas aller sur tes spots préférentiels. Et donc c'est un peu là-dessus où je pense qu'OKC a pas mal d'atouts, mine de rien, ne serait-ce qu'en termes de polyvalence de couverture, parce que, comme dit, Chet Holmgren peut à peu près tout faire, donc ça laisse pas mal de possibilités de move, de contre-move, d'ajustement. Si ça marche pas, on peut tenter ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Voilà, il y a plein de possibilités. Je sais que, notamment, un peu ce qui semble logique, c'est que on aime bien faire du drop parce que Luka Doncic n'a pas forcément ce pull-up immédiat en sortie d'écran. Il a le pull-up, mais plutôt je reviens en arrière sur un step back, ou voilà, je prends mon temps, mais il n'y a pas le pull-up qui est dégainé en sortie de l'écran directement. Donc on aime bien faire un drop, mais sauf que le drop, ça laisse un peu d'espace ça laisse trop d'espace, non pas pour le pull-up, mais pour prendre de la vitesse et pour aller au panier. Donc, est-ce qu'ils prendront l'option de on va rester bas et on va laisser Chet Holmgren proche du panier avec sa longueur peut-être affectée comme ça, ou alors est-ce qu'on le fait monter haut pour couper court dès le début de l'écran et dès la sortie de l'écran pour empêcher que Doncic ne prenne de la vitesse et commence son drive? Est-ce qu'on fait du switch aussi? C'est pas impossible non plus, parce que Chet Holmgren peut le faire, les autres peuvent le faire aussi. On peut avoir cette option de switch pour concéder aucun décalage. Il y a aussi l'option de trap, de prise à deux. Après, c'est vrai que les prises à deux sur Doncic, ça peut être risqué. Parce que voilà, c'est le meilleur de NBA pour punir des prises à deux, dans le sens où si tu fais un 2 contre 1 sur Doncic, ça veut dire que tu as un 3 contre 4 ailleurs, donc forcément quelqu'un d'ouvert, que ce soit sur un cut, que ce soit sur un shooter ouvert, et voilà, Doncic aller chercher le shooter ouvert dans le corner opposé, sur une passe laser et inhumaine, on peut dire, il est capable, c'est le meilleur de NBA. Donc les prises à deux peuvent être risquées avec Doncic, mais je me demande à quel point, parfois ils n'ont pas un peu essayé, parce qu'ils ont peut-être le personnel pour essayer de gérer derrière, quoi. À quel point ça peut pas être aussi une carte qui va être jouée de temps en temps, peut-être pas tout le temps, peut-être pas sur l'intégralité des 5, 6, 7 matchs de la série, mais je pense qu'ils ont cette option de faire une trappe. Alors, peut-être pas une trappe comme Denver, vous savez, qui est un peu un soft de contre 1, donc on va pas demander à Jokic de sortir très fort, mais je pense que OKC peut potentiellement demander des trappes un peu plus agressives, avec Holmgren. Donc il y a cette option. Il y a l'option du switch pour justement ne concéder aucun décalage potentiellement. Ça peut être intéressant. Il y a l'option du drop, il y a l'option du edge, un peu plus juste, je monte au niveau de l'écran pour contenir, et puis ensuite, voilà, je sors, mais pas trop, quoi, pour essayer de limiter les dégâts derrière en termes de surnombre ou de sous-nombre. Donc voilà, il y a plein d'options. Il y a l'option aussi on a parlé de switch, mais ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a Lou Dort, en fait. C'est qu'il y a Lou Dort, et on a vu sur la série d'avant que Terrence Mann, qui restait accroché à Luka Doncic et qui lui a posé beaucoup de problèmes, mine de rien, ça a fait du bien. Pour moi, Lou Dort, c'est un peu la version de Terrence Mann, mais qui fait 30 kilos de plus, quoi. Et 30 kilos de muscles, hein, évidemment. Donc voilà, si on m'avait demandé quel est le défenseur idéal pour mettre sur Luka Doncic, il est possible que je dise Lou Dort. Parce qu'on a à la fois cette combinaison de vivacité, de mobilité latérale notamment, d'activité aussi, hein, c'est de l'intensité incroyable. Et donc voilà, ça coulisse très bien, mais en plus, il y a du répondant physique. Là où justement c'est un peu le problème avec un Terrence Mann, c'est que certes il est extrêmement actif, extrêmement mobile, et donc il arrive à rester accroché à Doncic à travers les écrans et à rester devant, mais le problème de Terrence Mann, c'est que parfois un coup d'épaule de Doncic, ça marche. Ou alors Doncic, malgré le côté collant et t-shirt mouillé de la défense de Terrence Mann, mais il va quand même sur ses spots. Il va quand même dans la raquette, il va quand même dans la short distance, il va quand même au panier. Là, c'est vrai qu'avec Lou Dort, il y a quand même une sacrée option d'apporter de la résistance, quoi. Offrir une résistance au contact en plus de la mobilité. Donc ça, à mon avis, c'est un atout assez inestimable. Et je sais que parfois, souvent, je combats un peu cette idée de la vision du basket un peu simpliste sur les 1 contre 1, alors qu'en fait, non, collectivement, la NBA et les défenses n'ont jamais été aussi collectives. Donc voilà, parfois on a des stats, Anthony Edwards a limité tel attaquant à 26% sur ses tirs.
Bon ben non, parce que c'est Edwards plus le stunt côté fort ou côté faible qui vient boucher l'espace, et donc ça facilite la vie du 1 contre 1, plus derrière il y a une rotation, plus Gobert qui est au panier, plus, enfin voilà. La défense c'est rarement du 1 contre 1, mais il y a des cas un peu extrêmes où, non pas du 1 contre 1, mais le match-up un peu particulier peut faire une énorme différence. Et je pense que Lou Dort à OKC, on est potentiellement là-dedans, avec Doncic. Donc je dis pas il va stopper Doncic, personne ne peut, mais le gêner, oui, ça me paraît assez plausible, et donc ce qui voudrait dire aussi ne pas pratiquer des switches, potentiellement. Parce que si tu as quelqu'un qui est capable de traverser l'écran et de rester accroché, et en plus d'offrir du contact, bah, t'as pas envie de faire un switch et de perdre ça, quoi. Donc à quel point est-ce que Lou Dort peut être bon aussi défensivement, individuellement, peut aussi dicter les schémas défensifs que pratique OKC, parce que si Lou Dort s'en sort très bien, bon ben ok, on fait des couvertures un peu plus conservatrices, et puis on laisse faire Lou Dort, quoi. On peut même demander, pourquoi pas, hein, à Chet de faire un drop, là où forcément ce serait peut-être pas idéal sur le papier, parce que si tu fais un drop et que Doncic peut arriver lancé et Chet Holmgren n'est pas hyper puissant, donc en fin de drive un petit coup d'épaule et puis Doncic marque malgré tout, donc c'est pas idéal. Mais si en effet Lou Dort est assez puissant pour contenir, bah ouais, tu fais un drop et comme ça Chet Holmgren il est juste le deuxième défenseur de l'action et pas le premier qui doit encaisser le contact au panier. S'il y a Lou Dort qui arrive à rester accroché, tu fais un drop et comme ça, Chet Holmgren, il peut être le deuxième défenseur qui vient contester le tir, plus reculer pour empêcher la passe lobée, en fait. C'est là-dessus où je trouve que la défense individuelle de Lou Dort va être clé, parce que si ça peut permettre que Chet soit un peu plus en drop, un peu plus en retrait par rapport au niveau de l'écran, en fait, ça va aussi permettre de défendre et d'empêcher Doncic d'aller chercher cette fameuse passe lobée, qui est un atout de son répertoire qui est immense, et qui est un élément clé, hein, ce côté, bah, j'envoie au alley-oop, quoi. Donc voilà, si on arrive à faire ça, ça peut être très bien. Autre élément d'ailleurs, je sais que tous les fans de Dallas ne sont pas aussi fans que moi de ce joueur, mais Maxi Kleber, qui n'a pas forcément tout le temps une régularité au shoot, mais au moins c'est un profil un peu de 5 out, en tout cas il prend des tirs, donc à quel point aussi est-ce qu'on peut pas tenter l'option Maxi Kleber sur certaines séquences, comme contre les Clippers, pour avoir un semblant de 5 out, et notamment le fameux pick and pop qui peut mettre en difficulté le pick and roll, en fait, hein. Si on a un écran avec Maxi Kleber qui reste à 3 points en pick and pop, bah, que fait Chet Holmgren? Est-ce qu'il reste pour contenir le drive, ou est-ce qu'il revient sur le pick and pop, et donc ça libère une ligne de drive un peu plus ouverte pour Doncic? Voilà, donc il y a l'option pick and pop que j'aime bien, il y a l'option pick and roll et lob avec Lively et Gafford, qui est évidemment très bien, qui peut peser aussi sur la défense, soit pour aller punir quand il y a trop de pression sur Doncic, soit au contraire pour soi-même, en tant que menace de lob, attirer la défense et donc libérer un peu plus d'espace pour Doncic, pardon. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi l'option des pick and roll inversés. C'est pas exactement les mêmes qu'à OKC, mais il y a toujours cette option. Et notamment là où ça peut être intéressant de faire des pick and roll inversés, donc c'est-à-dire avec un extérieur, un petit qui pose l'écran, c'est que ça peut permettre pour Dallas d'aller cibler des mauvais défenseurs extérieurs d'OKC. Donc là je pense à Isaiah Joe, je pense potentiellement sur le ballon à SGA. Je sais que beaucoup de monde pense qu'il fait une saison all defense. Je suis quand même un peu plus bas. C'est un playmaker défensif extraordinaire. Ok, mais il peut être un peu ciblé off-ball, surtout, mais même parfois on-ball. Donc voilà, Doncic face à SGA, tu peux aussi le cibler comme ça sur des pick and roll où tu essaies d'impliquer le petit. Donc Isaiah Joe, SGA, Josh Giddey aussi, qui je pense ne fait pas long feu face à Doncic ou Irving, notamment. Et puis, l'autre question que j'ai par rapport à ça, c'est quid des rotations, et en termes de qui est le backup 5 aussi. Pour moi, ça va être un point clé, parce que Jalen Williams, qui est un peu l'option, le vrai big de formation, défensivement, ça peut être compliqué. À la fois sur des switches, à la fois sur du drop, à la fois sur à peu près tout. Donc, Luka Doncic ou Irving peuvent faire très très mal à Jalen Williams. Et de l'autre côté, quelles sont les autres options? En général, c'est Kenrich Williams, donc l'ailier Kenrich Williams en poste 5 small ball. Et évidemment, ça a et ça aurait des conséquences qui sont finalement assez grandes en termes de défense et quel type de schéma tu fais si tu as un Jalen Williams, ou alors si tu as un Kenrich Williams, une espèce de très petit poste 5 avec plutôt du switch ou des couvertures comme ça, quoi. Et puis, voilà, c'est un peu tout le dilemme, parce que est-ce que tu fais jouer Chet Holmgren 48 minutes dans le match? Bon, je pense pas, parce que c'est Thibodeau. Mais voilà, c'est un peu un choix, parce que Jalen Williams, il peut être facilement ciblé par d'aussi bons
d'aussi bons cibleurs. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le côté l'attaque se transpose bien parce que Doncic et Irving peuvent aller cibler tel ou tel match-up. Donc Jalen Williams, c'est compliqué. De l'autre côté, Kenrich Williams, l'ailier, qu'est-ce qui se passe si le contre-move à ça, c'est on envoie Daniel Gafford, on envoie Derek Lively et on compte sur la verticalité. Là-dessus, Kenrich Williams, c'est un peu, il peut pas trop la couvrir cette verticalité. Et si tu fais un switch, à quel point est-ce que tu peux pas aussi avoir un avantage de taille au poste bas pour punir un peu ce switch? Je sais pas, mais voilà, c'est pour moi la question du backup 5 est importante pour OKC. Et puis dernier point qui peut être essentiel, vous le savez, hein, comme dit hein, dans ce thème et ce style de Dallas est une équipe qui stylistiquement est un peu rentre dedans et peut être totalement rentre dedans plutôt que mouvement incroyable. Mais pour moi, il y a la bataille clé qui va être la bataille du rebond offensif aussi, parce que Dallas n'est pas forcément ultra élite sur l'entièreté de la saison, mais c'est une carte qu'ils peuvent dégainer et très bien dégainer. On a vraiment une capacité à aller chercher beaucoup de rebonds offensifs. Voilà, ils sont 26e sur la saison, mais je pense que c'est une stratégie qu'ils peuvent adopter et qui peut faire du bien face à une raquette d'OKC qui est assez légère et qui est pas top, qui est pas fantastique pour protéger le rebond. Donc voilà, je sais que si vous allez voir les chiffres de moyenne de saison, vous allez dire non, mais Dallas ils sont pas bons au rebond offensif, mais il y a Daniel Gafford, il y a Lively, il y a des gros, il y a même au-delà du personnel que tu as, tu peux aussi envoyer plusieurs joueurs à l'échelle stratégique, hein, à l'échelle collective. Tu dis on attaque le rebond, et c'est pas pareil quand tu as 4 mecs qui attaquent le rebond plutôt que seulement 1 ou 0 quoi. Donc voilà, à la fois on a des bons profils côté Dallas, mais en plus ça peut être un truc, une stratégie, une vraie tactique pour le coup de Jason Kidd. Et de l'autre côté, surtout que OKC, ça peut être aussi une de leurs faiblesses. Cet aspect de rebond défensif, protéger le rebond défensif. Donc voilà, je me pose la question de à quel point ça peut pas être aussi être un aspect clé, parce que eux, pour le coup, ils sont 29e de NBA et 29e sur 30 pour protéger le rebond défensif. Alors, c'est pas très grave, ils arrivent à compenser d'autres manières, notamment le jeu des possessions s'équilibre plutôt bien parce qu'ils sont quasiment derniers au rebond, mais ils arrivent à créer plus de turnovers que n'importe qui en NBA. De turnover défensif, enfin de turnover, d'interception. Donc voilà, c'est pas non plus OKC est pas mauvais, hein. C'est pas parce qu'ils sont mauvais au rebond qu'ils sont mauvais en défense, ils arrivent toujours à trouver des moyens de compenser. Mais voilà, je me dis à quel point est-ce que Dallas peut pas aussi appuyer et insister sur cet aspect du rebond offensif d'un point de vue tactique, parce que c'est pas de base un élément qui est très fort et très présent chez OKC. Et notamment dans des configurations de switch ou des configurations ou de trap, ou alors quand tu as Chet Holmgren un peu loin du panier, je pense que c'est une défense qui est totalement friable et attaquable au rebond. Donc on le sait, en playoff ça se joue parfois pas à grand chose, parfois on a deux équipes qui ont le même offensive rating, mais en fait il y en a une qui a eu plus de cartouches que l'autre, et donc c'est ça qui fait la différence. Voilà, le fameux jeu des possessions, je pense que potentiellement ça peut être un point clé, un aspect clé de cette série, le rebond offensif de Dallas ou pas. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.